BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les blockchains et les cryptos. Les pros des cryptos à domicile chaque vendredi. Bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver en direct à la radio, à la télé. Rediffusion chaque vendredi soir sur BFM Business à 21h30. Et vous pouvez bien sûr nous suivre aussi tout le week-end sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Nos NFT à nous, nos talents non fongibles sont au rendez-vous. Ils vont nous aider à refaire la semaine. J'appelle Thibaut Boutroux, directeur des opérations de Meria, l'un des meilleurs spécialistes de ce marché crypto. Il va nous accompagner pendant 25 minutes. Bonjour Thibaut, bienvenue. Bonjour Guillaume. Welcome. Alexandre Stachenko aussi nous accompagne cette semaine. On est ravis de le retrouver, Alexandre, expert indépendant sur les actifs numériques. Il est aussi auteur et conférencier. Que de talent. Bienvenue Alexandre. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Dans un instant, je vous annoncerai les principaux titres de la semaine. Semaine marquée bien sûr par le départ de CZ de la tête de Binance. Vincent Gann est avec nous, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quel bilan est-ce que vous tirez du coup de cette semaine assez incroyable pour le Bitcoin, la façon dont le Bitcoin a évolué, en tout cas d'un point de vue technique? Qu'est-ce qui a pu sortir? Quels événements vous ont marqué dans la façon dont le Bitcoin a réagi à ce qui est arrivé à CZ et à Binance? Oui, écoutez, suite à l'affaire Binance, le départ de CZ, l'arrivée de RT, il y a eu un petit peu de volatilité, mais on pouvait s'attendre. En tout cas, certains s'attendaient à un mini crack crypto qui n'a pas eu lieu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, finalement, on a le sentiment que le marché, et c'est un peu le cas d'ailleurs pour l'ensemble des classes d'actifs, met toujours le curseur sur l'interprétation la plus optimiste des événements. Alors, par conséquent, le cours du Bitcoin, lui, se maintient tout en haut de ce qu'il construit depuis le début de l'année, de ce qu'il développe depuis plus proche de nous, la fin du mois de septembre dernier, c'est-à-dire une belle tendance haussière bien construite. Alors, cette tendance haussière, d'ailleurs, le marché est tout en haut, hein, là, 37 800 $, c'est à peu de choses près le cours le plus haut depuis le début de l'année. Donc, c'est quasiment 120% de hausse depuis le début de l'année. Sur le plan technique, en fait, il ne s'est rien passé cette semaine. Il n'y a eu aucune révolution. C'est-à-dire que depuis 2 semaines, le marché développe une phase latérale entre 35 000 et 38 000 $. En fait, on bloque sous ces 38 000 $. Alors, c'est pas un chiffre donné au hasard. Ces 38 000 $, ça correspond à beaucoup de choses. Et je vais pas faire toute la liste. Mais on s'en souvient à l'époque, la chute de Terra, c'était un stablecoin. C'était aussi à une époque où la Fed commençait à vraiment durcir sa politique monétaire. Et puis, 38 000 $, pour ceux qui font de l'analyse technique, c'est les 2/3 de retracement de tout le marché baissier de 2022 lorsqu'on utilise l'échelle logarithmique. Alors donc, pour toutes ces raisons, on bloque. Et avec un événement comme on a eu en début de semaine, on pouvait s'attendre à ce que la résistance rejette franchement les prix et que le marché retrace. Eh bien non, donc il y a toujours de la force haussière sur le marché crypto. Les deux hypothèses, elles sont toujours sur la table. La meilleure, la plus optimiste, ce serait de poursuivre cette phase latérale entre 35 et 38, de réaliser un breakout des 38 000 et d'aller chercher les 42 000 $. L'autre hypothèse, celle qui, selon moi, ne ferait que retarder la hausse, c'est-à-dire la reporter de quelques semaines, ce serait de briser les 35 000 $. Il y a un gros seuil de liquidité à 34 000 $, c'est ce que montrent les données on-chain. Et dans ce cas, si on allait chercher cette zone, on retrace un peu profondément 30-31 avant de repartir. Donc voilà, mais pour le moment, on est vraiment collé au 38 et il y a toujours l'hypothèse sur la table d'un breakout. On parle toutes les semaines ensemble, Vincent, du Bitcoin, de l'Ether. Est-ce que vous suivez particulièrement, spécifiquement, un autre altcoin là? Oui, alors moi j'en suis beaucoup. Je vais vous en donner 2. Alors tout d'abord, sans rentrer dans les détails, parce qu'il faudrait que je puisse montrer les graphiques, mais vous avez la paire ETH-BTC qui pour moi reste sur une super zone d'accumulation long terme. Donc je suis assez convaincu que bientôt Ethereum prendra le lead en termes de meilleur comportement relatif vis-à-vis de Bitcoin. Mais pour rester dans le sujet de cette semaine, forcément c'est assez logique, mais même si on le surveillait déjà, il faut mettre sur haute surveillance le comportement de marché du jeton BNB. Alors, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, alors certes, ça a toujours été un bon baromètre de la confiance vis-à-vis des exchanges crypto, mais voilà, il faut absolument éviter que Binance subisse un choc de marché. Et ce jeton, justement, les 200, les 220 $, un seuil au-dessus duquel il se situe, juste au-dessus, c'est vraiment un seuil à ne pas rompre pour éviter que ce jeton décroche. Donc voilà, c'est vraiment ce niveau que je surveille dans l'immédiat sur le BNB USD. Et on rappelle à chacun d'investir en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre. Au sommaire cette semaine. Merci beaucoup Vincent Gann, analyste technique indépendant. Bon week-end Vincent. Au sommaire donc Binance bien sûr, le séisme que tout le monde redoutait. CZ s'en va, Binance va
Payer 4 milliards de dollars à la justice américaine. Et maintenant, quel avenir pour Binance? Quel avenir pour les utilisateurs de Binance France? Et quel avenir pour les cryptos sans CZ à la tête de Binance? On va tâter l'écosystème, voir s'il est parti pour sortir peut-être plus solide ou pas de ce choc. On parlera aussi de l'intelligence artificielle qui s'est envolée cette semaine en bourse. Microsoft a touché de nouveaux records. Nvidia a touché en bourse aussi de nouveaux records absolus. Les cryptos passent-elles à côté du potentiel de l'IA? On posera la question dans un instant à nos pros des cryptos. Et puis l'Argentine, un nouveau président pro-Bitcoin. Javier Milei, c'est un anarcho-capitaliste. C'est un pro-Bitcoin. On fera danser le tango à nos invités en toute fin d'émission. Votre machine à refaire l'actu de la semaine est activée. Lâchez tout. Ne tentez plus rien. On le fait pour vous. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Ils vont donc danser le tango en fin d'émission. Thibaut Boutroux pour Meria et Alexandre Sachenko, analyste de cet écosystème. Vous êtes prêts? Vous vous êtes entraînés, messieurs? Évidemment. J'ai besoin de tango personnellement, donc je suis au taquet. Ça se sent. On va parler évidemment de Binance dans un instant. D'abord, j'ai une histoire à vous raconter. Christine Lagarde s'est exprimée ce matin, la présidente de la Banque Centrale Européenne à Francfort. Ça vous a pas échappé, Alexandre? Devant les étudiants. Et elle a admis, Christine Lagarde, qu'un de ses deux fils avait perdu la quasi-totalité de ses investissements en cryptoactifs, malgré de nombreux avertissements. Il m'a ignoré royalement, dit Christine Lagarde à propos de son fils, ce qui est son droit. Et il a presque tout perdu. Il a ensuite reconnu que j'avais eu raison. Voilà, Christine Lagarde par rapport à son fils, qui a donc perdu en réalité, dit-elle, 60% de son investissement en crypto. Moi, je trouve ça marrant parce qu'il y a vraiment ce côté donc j'ai eu raison. C'est-à-dire qu'elle prend un investissement sur 2 ans qui a perdu en valeur et elle dit donc j'ai raison sur le fond. Donc je suppose qu'elle, en 2000, elle aurait eu raison sur le fait qu'Amazon ne vaut rien ou Google ne vaut rien. Enfin bon, bref, c'est très, très, très drôle. Il a fini par reconnaître, dit-elle, à contre-cœur que j'avais raison à propos des cryptos. Christine Lagarde, donc, ce matin. Bon. Messieurs, la semaine a été marquée par cet énorme coup de tonnerre. Binance, CZ renonce, CZ démissionne de son poste de PDG et Binance paiera 4 milliards de dollars au département de la justice américain. Dans un instant, je vous demanderai à quoi un monde sans Binance, sans CZ à la tête de Binance va bien pouvoir ressembler. D'abord, pourquoi est-ce qu'il quitte la tête de Binance ? Et le fond de votre pensée, messieurs, est-ce que son départ est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alexandre. Alors pourquoi il quitte la tête de Binance? C'est une affaire qui remonte maintenant à plusieurs années, 2018-2019, sachant que Binance a été fondée en 2017, donc très rapidement après sa fondation finalement. On lui reproche 3 choses principales, qui sont la violation du secret bancaire, violation des programmes de sanctions, donc d'avoir favorisé des financements vers l'Iran, la Syrie, etc., et un non-respect des obligations du programme anti-blanchiment. On l'a toujours dit, globalement, la réglementation, ou en tout cas l'historique de Binance, c'était son talon d'Achille. Les autres plateformes avaient presque dans leur ADN le fait d'aller voir le régulateur tout de suite pour demander qu'est-ce que je dois faire. Binance a choisi un petit peu la stratégie pirate, qui est une stratégie qui a été très bénéfique pour son développement commercial, pour son chiffre d'affaires, mais qui du coup créait un passif qu'après, il fallait bien un jour pouvoir purger. Donc la question, en réalité, elle n'était pas de savoir si ils allaient se faire taper dessus, mais plutôt quand et surtout comment. Et là, il y avait plusieurs scénarios. Ça allait du tapage sur les doigts, jusque on pouvait imaginer des fermetures de Binance, mandat d'arrêt international, etc. En réalité, avec la sanction, même si c'est 4,3 milliards de dollars, on est plus proche de la tape sur les doigts que du mandat d'arrêt international avec fermeture de Binance. Et globalement, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle du coup, parce qu'on est plutôt de ce côté-là de l'échiquier. On ferme la page de l'enfance turbulente. Certains diront de manière très cynique que pour 4 milliards de dollars, eh bien finalement, c'est le prix pour ne pas respecter les lois et pouvoir se développer plus vite. Maintenant, moi, la partie qui m'intéresse d'un point de vue bonne ou mauvaise nouvelle, c'est la partie que j'ai développée aussi mercredi avec Amaury, c'est la partie guerre économique. C'est-à-dire que les États-Unis ont fait ce qu'ils font très bien, c'est-à-dire du protectionnisme et du racket légal. Et là, ils l'ont fait. Alors, j'ai relisté les arguments. Ils prennent 4 milliards au concurrent le plus sérieux de leur boîte nationale. Ils lui interdisent d'exercer sur le territoire aussi à Binance. Ils prennent à contrôle ou à minima surveillance sur les flux de Binance, qui est la plus grosse plateforme d'échange mondiale. Ils éjectent la figure emblématique qui avait été responsable pour beaucoup du développement de la boîte. Ils le font sur la base d'un reproche qui est très drôle parce que ils assument, les régulateurs américains, de ne pas clarifier les règles.
Donc il n'y a pas de règles, mais on vous reproche de ne pas les respecter et on vous prend 4 milliards là-dessus. Et le tout, ils le font auréolé de l'image du good guy, puisqu'évidemment on ne peut pas être contre la lutte anti-blanchiment. Donc tout ça va conduire toutes les autres juridictions malheureusement à devoir se positionner. Ils vont devoir faire un choix entre leur réputation et garder les emplois et l'attractivité de Binance sur le territoire. Malheureusement, la France fait partie de ces juridictions. Et on parlera de Binance France dans un instant. Comment est-ce que les utilisateurs de la plateforme ont réagi ? Est-ce que Binance, de loin la première plateforme crypto mondiale, a subi d'importants retraits cette semaine, Thibaut ? Alors d'importants retraits, oui, globalement c'était à prévoir sur un mouvement de cette ampleur. Il y a différentes sources qui donnent différents chiffres. On parle d'Efilama qui annonçait 1 milliard de retraits sur 24 heures. On en a d'autres qui vont sur 1,7 milliard en 48 heures. Bon, globalement, on est dans cette fourchette. Ça paraît énorme. En réalité, à l'échelle de Binance, ça reste relativement raisonnable et ça témoigne plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire que les utilisateurs gardent plutôt confiance en la plateforme, en tout cas en l'état. La réalité, c'est qu'on manque encore beaucoup d'éléments et qu'on va en avoir qui vont émerger au fil des semaines. Donc il faut pas regarder ça sur ces quelques jours qui se sont passés. Il faut le regarder sur un petit peu plus de long terme. Ça s'inscrit aussi dans une dynamique qu'il faudra surveiller. C'est celle que on a d'autres players qui commencent à gagner des parts de marché, qui commencent à se développer. On a beaucoup parlé de OKEx cette semaine notamment, qui est en train de prendre un petit peu de place, même s'ils sont encore très très loin de la taille de Binance. On les connaît pas beaucoup en France parce qu'ils sont pas très développés sur le territoire. Mais voilà, on commence à voir d'autres plateformes émerger. Ce sont eux qui mercredi, le jour de l'annonce autour de Binance, ont collecté le plus d'argent. C'est ça, exactement. Et sur le milliard qui est sorti sur la première 24 heures, a priori, ils en auraient récupéré à peu près 150 millions. Donc c'est eux qui tirent leur épingle du jeu. On a vu aussi d'ailleurs les PDG des autres grandes structures, notamment Armstrong et Powell, les PDG respectifs de Coinbase et Kraken, qui se sont pas réjouis, mais qui en tout cas ont salué la position de la justice américaine. Donc voilà, forcément, chacun profite un petit peu de la situation, mais en l'état, rien de létal pour Binance qui reste malgré tout solide et a les fondamentaux derrière. Donc il va falloir suivre ça de près, mais en l'état, il n'y a pas de signaux qui montrent la fin de Binance. En l'état, rien de létal, pas mal. On a vu des thèses apparaître quand même, expliquant que ce qui arrive à Binance, c'est peut-être bon signe pour, alors je sais pas, peut-être bon signe pour l'approbation attendue des ETF Bitcoin. On a vu des articles là-dessus. Il y a un lien effectivement. Enfin, on peut imaginer que ce qui arrive à Binance soit de bon augure pour l'approbation des ETF Bitcoin, ou c'est tiré par les cheveux? Alors, c'est l'analyse de certains, qui est de dire qu'à partir du moment où on tape un peu sur Binance et on réduit son rôle ultra dominateur sur le marché, en réalité, on assainit le marché parce qu'on réduit les risques de manipulation et on réduit l'importance qu'un acteur tout seul peut avoir sur le marché et sur le cours. Donc effectivement, ça fait partie des paramètres qui peuvent rentrer en jeu lorsqu'on décide ou non d'ouvrir un ETF sur un nouvel actif. Pour moi, c'est un petit peu capillotracté. Je pense qu'effectivement, le sujet de l'ETF, de toute façon, c'est une tâche de fond qu'il y a depuis très très longtemps. La tendance, c'est plutôt vers l'approbation. On ne sait pas quand. Est-ce que ce sera cette année, l'an prochain, l'année d'après ? Pour moi, de toute façon, c'est un sujet sur lequel j'arrive pas à avoir l'enthousiasme que d'autres ont. Pour moi, ça, si ça arrive, tant mieux. Sinon, tant pis. C'est pas grave. Ça ne change pas grand-chose à l'adoption organique de fonds. Ça permettra juste à plus de gens de s'exposer financièrement, mais ils ne détiendront pas leurs clés, ils ne détiendront pas leur Bitcoin. Donc, c'est un peu... Voilà, si ça se passe, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais c'est-à-dire que ce sera bon pour le cours du Bitcoin, peut-être? Pour le cours, probablement. Bitcoin, voilà, et encore à court terme, parce qu'il y a toujours ce risque d'exubérance qui fait qu'après, on redescend. Mais pour l'adoption organique, non, ça ne changera pas grand-chose, voire ce sera délétère. Pour la philosophie initiale. Exactement. CZ, c'est quoi la suite pour lui? Qu'est-ce qu'il attend là désormais? Là, à court terme, il attend de passer devant un juge, donc ça devrait être fait en février prochain. Il a quand même payé une caution de 175 millions de dollars pour être en liberté, parce qu'il aimerait retourner là où il réside aux Émirats, chose qui plaît pas forcément aux États-Unis, parce que c'est un pays avec lequel ils n'ont pas de traité d'extradition, donc ils sont pas hyper confiants sur le fait de le laisser partir. Il a fait une sortie médiatique sur Twitter en expliquant que la suite pour lui, c'était d'abord de se reposer, et ensuite, plutôt que de retourner dans l'entrepreneuriat, plutôt se focaliser sur des investissements passifs et du mentorat. On a vu un CZ plutôt calme dans sa sortie. Avant de passer par ces étapes-là, à mon avis, il y aura peut-être un petit passage par la case prison. À mon avis, ça va être difficile d'y échapper. Quoi qu'il arrive,
Je spéculerai pas là-dessus parce que d'ici février, à mon avis, on a beaucoup d'éléments qui vont de nouveau rentrer dans la balance. Donc c'est assez difficile de faire des prédictions avec les éléments qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il se passera des choses d'ici février et qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et donc, dans un instant, on évoquera les conséquences pour les utilisateurs de Binance France. Ils sont nombreux aussi à nous écouter et à nous regarder. Binance, en général, Binance Monde sans CZ, ça peut ressembler à quoi? Qui est Richard Teng, le nouveau PDG, très pro-régulation de Binance? Richard Teng, c'est l'ancien directeur de l'autorité, du régulateur des Émirats Arabes Unis. C'est quelqu'un qui a travaillé aussi pour l'autorité monétaire de Singapour. Donc effectivement, par rapport au profil, comme je le disais, avec beaucoup de guillemets, un peu pirate de CZ, on est sur un changement du tout au tout. Donc ça, a priori, ce qu'il va faire, c'est ce qu'on lui demande. C'est-à-dire, il va être, je rappelle, j'ai dit juste avant, il va être à moitié mis sous tutelle. Il y aura une scrutation de ce qui va des flux de Binance. On attend de lui qu'il sorte les cadavres du placard et qu'il assainisse la boîte. Donc en gros, lui, son sujet principal à moyen terme, il aura réussi s'il arrive à faire en sorte que la redirection des investissements actuels sur le développement commercial vers la conformité ne nuise pas au développement, ou en tout cas au statut de leader de Binance. Donc en très gros, si dans 5 ans Binance est toujours un mastodonte, Richard Teng a réussi à juste profiter de l'inertie de sa situation actuelle, c'est-à-dire leader de marché. Et je rajouterai d'un point de vue plus cynique, c'est que CZ aura eu raison aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux être pirate et ne rien respecter pendant un certain temps. Ça permet d'avoir un mastodonte qui survit par la suite. Donc ça, c'est à court terme, on a la bataille avec la SEC. On a, comme je le disais tout à l'heure, probablement le positionnement des autres régulateurs qui va être très important, parce que si il y a un domino qui tombe après l'autre et que tous les régulateurs de la planète se mettent à dire en fait maintenant l'honorabilité des dirigeants n'est plus assurée, le CZ est toujours actionnaire, donc c'est mort, maintenant on ferme tout. Là ça risque d'être compliqué à court terme. S'ils arrivent à passer ce cap-là, ce sera juste une bataille contre l'inertie de sa position de leader, et dans 5-6 ans, en fait s'ils sont toujours là, ils ont gagné. En tout cas, on aura été rassuré par la réaction des cours du Bitcoin cette semaine. Effectivement, on est toujours autour de 37 000, même presque 38 000 $ en ce vendredi après-midi sur Bitcoin, malgré ce qui est en train d'arriver à Binance. Ça, on ne l'avait pas parié avant. On se demandait depuis des semaines et des mois si quelque chose comme ça arrivait à Binance, est-ce que ce serait compliqué pour les cours des cryptos? On voit que ce n'est pas le cas, mais vous nous le disiez, la solution qui est trouvée là, vis-à-vis de Binance, c'est plus une tape sur les doigts que quelque chose de véritablement sévère. C'est une tape à 4 milliards, mais c'est mieux ça que la fermeture, la saisie des fonds, les utilisateurs qui sont un peu comme avec FTX dans une situation de fraude, etc. On n'est pas sur ce scénario-là. Et les retraits de Binance ont été finalement relativement limités. Et pour les utilisateurs de Binance France, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que CZ reste actionnaire principal d'ailleurs de Binance France. Oui, tout à fait. Comme l'a dit Alexandre juste avant, ça va dépendre de la position des régulateurs. À court terme, sur les services, pas de changement. A priori, pour les utilisateurs de Binance, il ne devrait pas avoir de restrictions, en tout cas sur les prochaines semaines. Après, il faut être attentif. Il y a deux choses auxquelles il faut être attentif. C'est effectivement la suite et la position des régulateurs par rapport aux prochains éléments qui vont survenir dans l'affaire avec CZ. Et on a en ligne de mire 2025 avec l'agrément qui est une obligation pour continuer à exercer en France à partir de cette date-là. Donc, est-ce que Binance sera en mesure d'aller le chercher en France? Est-ce que les régulateurs vont pas jouer un petit peu la montre et temporiser et que ça va décrédibiliser un petit peu Binance dans sa position? Donc, il va avoir une année qui va être décisive pour Binance en France et sur beaucoup d'autres territoires. En tout cas, en l'état, avec les éléments qu'on a là, il faut bien distinguer que les deux entités, Binance US et Binance France, sont des entités distinctes qui ont un fonctionnement un petit peu différent. Globalement, sur le territoire français, on va un petit peu plus loin au niveau réglementaire aujourd'hui parce que la réglementation est déjà plutôt dure avec Binance en France, même si c'est rattaché à l'antenne internationale. Donc à court terme, pas de changement massif, mais en tout cas, restez attentifs. Mais l'agrément va bientôt devenir obligatoire. À partir de quand l'agrément? 2025. 2025. Ça approche, mine de rien. Il faudra que Binance l'obtienne, même si CZ est l'actionnaire principal. Ça approche très vite et d'autant plus que le calendrier est court pour beaucoup d'acteurs qui veulent aller le chercher. Donc il y a aussi une réalité qui est les ressources humaines du régulateur qui ne pourront pas traiter tous les dossiers en même temps. Et juste pour ajouter un mot, même dans un scénario catastrophe, entre guillemets, où Binance devrait fermer sa filiale française, se faire retirer l'enregistrement, etc., comme pour beaucoup d'autres boîtes qui n'ont pas l'enregistrement, elles continuent d'opérer en France, puisqu'on ne peut pas interdire l'accès à un site web s'il n'y a pas de démarchage publicitaire, par exemple. Donc c'est un scénario qui est plausible aujourd'hui, de dire qu'en fait Binance, sur tous les endroits où le régulateur ne sera pas volontaire pour lui donner un agrément, en fait ils vont se retirer du marché, mais au sens
leur filiale locale. Ils continueront de servir des clients avec une plateforme offshore. Et sans parler de la France, d'ailleurs, on peut aussi imaginer que Binance prenne la position d'abandonner les territoires un peu plus stricts et se focaliser sur d'autres territoires qui peuvent suffire au développement de la structure. Les pros des cryptos, on est en direct à la radio, à la télé chaque vendredi à 15h et vous pouvez suivre aussi l'actu au quotidien de cet écosystème crypto avec Amaury Tonquédec, le club BFM Crypto du lundi au jeudi, même endroit, même heure. Alors, hasard du calendrier, Mastercard déclare cette semaine vouloir renforcer significativement le contrôle des flux financiers pour prévenir la fraude, prévenir le blanchiment d'argent, les escroqueries liées à la crypto. Enfin, je ne sais pas si c'est un vrai hasard en fait. Comment est-ce qu'il compte s'y prendre, Mastercard, pour renforcer significativement le contrôle de tout ça ? Ouais, effectivement, c'est assez amusant que ça tombe maintenant. Je ne sais pas si c'était calculé ou si en tout cas le discours a été remodelé par rapport aux événements. Alors, c'est pas une prise de position en tout cas qui est récente de la part de Mastercard parce qu'ils avaient déjà été un petit peu dans cette direction quand ils avaient fait l'acquisition de CipherTrace c'était en 2021, si je dis pas de bêtises, qui est une société qui a pour rôle finalement de surveiller les transactions crypto, qui est déjà implémenté dans un certain nombre d'institutionnels. Et en fait, là, c'est un partenariat avec une autre société qui s'appelle Fizai, qui fait à peu près le même métier avec une couche technologique d'intelligence artificielle. Et l'idée, en fait, c'est d'aller plugger cette couche d'IA en surcouche de l'outil CipherTrace pour pouvoir aller encore plus loin. Donc d'après les déclarations, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Il faut voir dans le concret ce que ça va donner, mais en tout cas ça s'inscrit dans une dynamique plutôt intéressante qui est que si on prend le chemin d'une institutionnalisation et de beaucoup plus de restrictions, il va falloir des outils comme cela. Donc c'est une bonne chose de voir des acteurs comme Mastercard qui sont reconnus, qui sont capables de fournir des outils. Donc ça va plutôt dans le bon sens. On poursuit, messieurs, c'est votre machine à condenser le temps. Une semaine d'actu crypto en 25 minutes. Alors je sais qu'Alexandre suit chaque après-midi à la télé les feux de l'amour. Presque. Oui, Alexandre. Jennifer. Ouais, c'est pour ça que vous êtes arraché les cheveux d'ailleurs, à fort, les épisodes après les épisodes, des illusions après des illusions. On va parler, nous, des feux de la tech ici. Parce que c'est un feuilleton, un roman photo en ce moment, la tech. Sam Altman, cette semaine, le fondateur d'OpenAI, limogé par OpenAI, annoncé chez Microsoft, puis réembauché à la tête d'OpenAI, le tout en 3 jours. Microsoft qui a battu des records en bourse, Nvidia aussi qui bat des plus hauts historiques. C'est ça le feuilleton de la tech, les feux de la tech. Et nous, et vous, les pros des cryptos, vous passez à côté de tout ça ou pas dans l'univers crypto ? Est-ce que les cryptos sont pas en train de passer à côté du potentiel de l'intelligence artificielle dont on voit que l'IA est en train de faire des étincelles et des merveilles sur le marché traditionnel ? Est-ce que les cryptos passent à côté de ce potentiel, Thibaut ? Alors, passe à côté, non. Ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que c'est 2 technologies qui sont encore relativement récentes, dont on ne maîtrise pas encore absolument tout le potentiel, que ce soit la blockchain ou l'IA. Donc finalement, c'est assez logique de voir encore peu de synergie entre ces deux briques technologiques. Il y a quand même des choses qui sont en train de se faire. Il faut distinguer 2 choses différentes. On a les projets qui permettent à l'IA d'avancer, ceux qui fonctionnent pour aider l'IA à se développer. Donc ceux-là, naturellement, avec l'émergence de l'IA, ont plus de marché. Donc ça va être le cas de projets comme Fetch, comme Render ou autres. Et on a ceux dont le produit même est basé sur l'IA, qui naturellement, de par les usages qui sont en train d'arriver sur l'IA, sont un petit peu plus performants. Donc là, on va avoir du numéraire, du Oasis ou ce genre de choses. À terme, globalement, je pense que c'est 2 mondes qui sont amenés à en s'entremêler, comme toute technologie finalement. Il y a d'ailleurs eu un rapport assez intéressant de la part de Casper Labs qui disait que finalement les DSI et même les grands groupes étaient plutôt favorables au merge de ces 2 technos et qui voyaient, j'ai bien aimé l'image, dans la blockchain, un moyen de passer outre la boîte noire un petit peu de l'IA pour apporter un petit peu plus de transparence. Donc voilà. Encore un peu tôt pour en parler, mais en tout cas, il y aura des merges à terme sur ces 2 technos, c'est assez évident. Il y a un pays dans lequel le Bitcoin joue ou va de plus en plus jouer à domicile, ce pays rongé par l'inflation au passage, ce pays c'est l'Argentine. Tango. Eh oui messieurs, on a promis que vous alliez danser pour nos auditeurs et téléspectateurs. À la fin, la danseuse plie et bascule, mais ne rompt pas, elle ne tombe jamais, c'est même elle qui tient le duo en équilibre en fait. Sera-ce le cas aussi de ce beau pays qu'est l'Argentine, en pleine bascule l'Argentine. À la renverse, avec l'élection de Javier Milei, humoriste, à la présidence du pays, le pays tombera-t-il ? La tronçonneuse. Il s'affiche souvent en public à Javier Milei dans les réunions publiques, effectivement, avec une tronçonneuse, parce qu'il veut tout casser, tout péter le système. C'est sa promesse, c'est son expression aussi. Il a dit en début d'année qu'il voulait supprimer la Banque centrale argentine. Il veut supprimer les ministères de la santé, les ministères des droits sociaux. Et dans ce pays rongé par l'inflation, en revanche, il aime le Bitcoin. Son élection est-elle une bonne nouvelle pour le Bitcoin, Alexandre ?
Alors, il y a une phrase que j'aime bien rappeler sur l'Argentine parce qu'elle est assez drôle. C'est une phrase de l'économiste Kuznets qui disait il y a 4 types de pays. Les pays développés, les pays en développement, le Japon, on ne sait pas pourquoi il se développe, et l'Argentine, on ne sait pas pourquoi il se développe pas. Parce que c'est vrai que l'Argentine, c'est un pays formidable, avec des terres fertiles, avec des ressources, avec plein de choses, et on ne comprend pas pourquoi, depuis des dizaines et des dizaines d'années, inflation, crise, défaut, aide du FMI dans tous les sens, et ça dure depuis extrêmement longtemps. Là, sur le sujet de Milei et de Bitcoin, alors ça a été un peu surjoué, c'est-à-dire que Milei, il a parlé une fois de Bitcoin dans une interview où on lui a demandé, en gros, est-ce que vous comprenez pourquoi ça existe ? Il dit oui, c'est une réaction naturelle face à l'arnaque que sont les banques centrales et les monnaies fiat. C'est tout. Donc on sait qu'il a un positionnement plutôt favorable, c'est-à-dire qu'il pense que c'est bien, c'est une réaction naturelle et normale du public de s'intéresser à ça, mais il n'a pas prévu de faire de Bitcoin sa monnaie nationale, etc., etc. Il a même assumé qu'il voulait dollariser le pays. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que déjà, un premier point, c'est que le fait même qu'il ait remporté en faisant une campagne extrêmement agressive contre les banques centrales, contre l'inflation, contre les monnaies fiat, en utilisant des termes arnaque, etc., ça montre déjà qu'il y a une prédisposition des Argentins, ne serait-ce qu'à comprendre les problèmes que Bitcoin vise à résoudre. Et ça, en fait, on le savait déjà, puisque l'Argentine était déjà dans le top 15 de mémoire des pays, selon Chainalysis, où les cryptos sont les plus adoptés, notamment Bitcoin. Donc pour moi, c'est plutôt un symptôme de la compréhension, plutôt qu'un vrai succès en soi de Bitcoin. Mais bon, ça peut être un levier majeur d'adoption, parce que si demain on arrête la banque centrale, en fait, on va taper sur le principal frein à l'adoption de Bitcoin, à savoir la force des habitudes. Je suis pas sûr qu'il va vraiment arrêter la banque centrale. On verra. Il le promet. Oui, si jamais il n'y a plus de banque centrale et de peso, en fait, l'Argentin moyen devra faire un choix entre le dollar, entre le dollar et le Bitcoin. Donc, il va devoir se positionner, et la force de l'habitude ne sera plus un frein. Dernière chose, c'est que effectivement, ça c'est pour la partie positive. La partie négative, c'est l'image. C'est que Javier Milei, il n'a pas une super image en Occident, anti-avortement. Il tape un peu sur tout le monde, il est très exubérant comme personnage, et donc beaucoup de détracteurs de Bitcoin n'ont pas manqué de faire l'association un peu malhonnête, mais on commence à être habitué. Les pros des cryptos. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Alexandre Sachenko et Thibaut Boutroux étaient nos pros. Cette semaine, une semaine d'actu en 25 minutes à retrouver aussi tout au long de cette fin de journée et du week-end sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Salut messieurs. Merci Guillaume. Bon week-end. BFM Business, BFM Crypto, les pros.